Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci d'avoir choisi RTI 1 à la une de cette édition. Il y a eu conseil des ministres ce mercredi. Les membres du gouvernement réunis autour du président de la République ont évoqué notamment l'opération d'identification et de délivrance de la carte nationale d'identité. Le point a été fait. Plus de 4 millions de personnes enrôlées, plus de 2 millions de CNI ont été retirés. La Côte d'Ivoire renforce la lutte contre la corruption. Un projet de loi sera bientôt sur la table des députés. Pour s'imprégner du test et de son fonctionnement, les députés membres de la Commission des affaires générales et institutionnelles se sont rendus au pôle pénal économique et financier du parquet d'Abidjan. Le Fonds de solidarité africain veut accompagner le développement du secteur privé ivoirien. Le fonds met à la disposition des entreprises 60 milliards de francs CFA. Un accord a été signé hier entre le Fonds de solidarité africain et la Chambre de commerce et d'industrie de Côte d'Ivoire. Et les éléphants réussissent leur entrée en lice à la CAN 2022 au Cameroun. Les Ivoiriens ont battu les Équato-Guinéens, leur premier adversaire dans le groupe E, sur le score de 1-0 ce mercredi à Douala. Soyez la bienvenue sur RTI 1, heureuse de vous retrouver. Bon début de CAN pour la Côte d'Ivoire. Les éléphants réussissent leur entrée en lice à la CAN 2022 au Cameroun. Les Ivoiriens ont battu les Équato-Guinéens, leur premier adversaire dans le groupe E, sur le score de 1-0. Pour son entrée donc dans la compétition à cette 33e Coupe d'Afrique des Nations, la Côte d'Ivoire signe une belle victoire et récolte 3 points en attendant les prochains matchs. Voilà, belle victoire des Ivoiriens, saluée ici en Côte d'Ivoire, notamment par les membres du gouvernement. Ils étaient justement au Conseil des ministres aujourd'hui, réunis autour du président de la République, Alassane Ouattara. Ils ont évoqué notamment l'opération d'identification et de délivrance de la carte nationale d'identité. Le point a été fait. Plus de 4 millions de personnes enrôlées et plus de 2 millions de CNI ont été retirés. Jérôme Kofi Abolé. Deuxième numéro de l'année 2022, c'est avec le dynamisme que lui a inculqué le président Alassane Ouattara que le Conseil des ministres fait son installation ce mercredi au palais présidentiel. Comme toujours, l'occasion est opportune pour le chef de l'État et les membres du gouvernement de s'illustrer de la meilleure des manières avec les mesures prises conformément aux préoccupations quotidiennes. Ainsi, pour énumérer quelques-unes de ces mesures, on retient la ratification de la Convention sur la protection et l'utilisation des cours d'eau. Cette convention organise un cadre référentiel de gestion intégrée des ressources en eau et appelle à la coopération transfrontalière en vue de préserver la quantité et la qualité des ressources en eau, d'assurer l'accès à l'eau potable pour tous et de promouvoir l'utilisation durable des eaux transfrontalières de façon à prévenir les conflits liés à l'eau dans les espaces transfrontaliers. Le Conseil a par ailleurs parlé de la création de l'Ordre national des infirmiers. Il s'agit d'un projet de loi sur le respect des principes de la moralité et de la probité. Ce projet de loi organise la pratique de la profession infirmière et renforce les mécanismes de contrôle des infirmiers en vue d'améliorer la sécurité sanitaire des populations, la qualité des soins et la performance du système national de santé. Ainsi, ce projet de loi fixe les conditions particulières d'accès à la profession d'infirmière, définit les modalités d'organisation et de fonctionnement de l'ordre, ainsi que les procédures des élections ordinales. En outre, il met à la charge de l'ordre de veiller notamment au respect des principes de moralité, de probité et de dévouement, ainsi que l'observation par tous les membres des devoirs professionnels auxquels sont assujettis les infirmiers et les infirmières. En outre, le Conseil a fait de la délivrance des cartes nationales d'identité une préoccupation majeure. À la date du 31 décembre 2021, le tableau chiffré de l'opération d'identification fait ressortir 4 5 149 enrôlements, dont 2 594 588 au titre des renouvellements et 1 410 561 nouvelles demandes. 2 590 535 cartes produites
et 2 022 851 cartes retirées. 1 101 877 dossiers en cours de traitement dans le système central, nécessitant pour certains la mise à disposition d'informations complémentaires et l'authentification des documents justificatifs fournis à l'enrôlement pour d'autres. Dans la perspective de répondre entièrement aux attentes des populations, le Conseil a instruit le ministre chargé de la Sécurité et l'ensemble des ministères concernés à l'effet de prendre les dispositions appropriées pour le traitement diligent des dossiers d'enrôlement des pétitionnaires et la délivrance rapide de la carte nationale d'identité. Le prochain Conseil des ministres se tient dans une semaine. Il est prévu pour plus de précisions le 19 janvier 2022. On fait aussi le point de la bonne gouvernance. La Côte d'Ivoire renforce la lutte contre la corruption. Un projet de loi sera bientôt sur la table des députés. Et bien, pour s'imprégner du test et de son fonctionnement, les députés membres de la Commission des affaires générales et institutionnelles se sont rendus au pôle pénal économique et financier du parquet d'Abidjan. On en sait plus avec Kolo Koulibaly. Ce mercredi matin, pôle économique et financier du parquet d'Abidjan. Comme c'est le cas tous les jours, les magistrats et leurs collaborateurs à la tâche pour le traitement des dossiers liés aux crimes économiques. Un quotidien fait d'audience et audition des présumés coupables. Une journée qui aujourd'hui est particulière pour cet organe juridique qui voit le jour en 2020. Des députés conduits par leur président Abdoulaye Ben Meïté, la Commission des affaires générales et institutionnelles veut comprendre le fonctionnement du pôle dont les compétences permettent d'adresser les faits de corruption, enrichissement illicite, financement du terrorisme, blanchiment de capitaux et crimes liés à la cybercriminalité. Ce sont des magistrats qui ont été formés, qui par le FBI, qui par l'Union européenne, qui par Expertise France, qui par l'ONU, etc. Donc ce sont des magistrats parmi les meilleurs magistrats, mais ce sont des magistrats outillés qui peuvent permettre au pôle pénal économique et financier de remplir sa mission et donner ce gage de bonne gouvernance-là à l'État de Côte d'Ivoire. Bientôt, ce ne sera plus un décret qui préside à la création du pôle économique et financier du parquet d'Abidjan, mais une loi dont le projet sera analysé dès la session parlementaire prochaine. La Côte d'Ivoire, qui a affiché sa volonté d'assainir la gestion des affaires publiques dès 2013, a intégré plusieurs mécanismes, dont le GAFI, le groupe d'action financière international. Un engagement qui ne laisse pas le Parlement indifférent. Nous estimons que pour mieux apprécier les textes qui peuvent soit être projetés à l'initiative du président de la République ou alors proposés par l'un quelconque des députés, il est bon pour ce domaine qui concerne la bonne gouvernance, qui est devenu, comme vous le savez, un critère d'évaluation des États, qu'il est bon que nous puissions approcher les institutions pour s'approprier, comprendre le fonctionnement, de sorte à pouvoir participer pleinement au débat qui intéresse ces domaines d'activité. Avec pour chef de file le Fonds monétaire international, du 9 au 25 mars prochain, la Côte d'Ivoire sera en évaluation sur l'impact des aides et appuis budgétaires. Les évaluateurs se rendront dans plusieurs ministères et structures de l'État. Le Fonds de solidarité africain et la Chambre de commerce et d'industrie de Côte d'Ivoire ont signé un accord au profit des entreprises ivoiriennes. Le fonds veut donner un coup de pouce au développement du secteur privé. Le Fonds de solidarité africain met à la disposition des entreprises 60 milliards de francs CFA. Dangui nous en dit plus. Les petites et moyennes entreprises ivoiriennes, notamment celles des secteurs de l'agro-transformation, de l'hôtellerie et de l'agriculture, vont désormais avoir un accès facile au financement. C'est une assurance du Fonds de solidarité africain FSA à l'issue d'un forum d'échange entre une mission de ce fonds et le secteur privé ivoirien à la Chambre de commerce et d'industrie de Côte d'Ivoire. On attendait ça parce qu'aujourd'hui nos banques ont du mal à nous suivre. Quand vous arrivez à une banque pour vous avec un dossier, ils sont tout le temps en train de vous demander oui, ça. Mais aujourd'hui, si le Fonds de solidarité a décidé de nous accompagner, je pense que c'est un boom économique qui va se réaliser.
nous mettons avec la FSA qui nous donne les garanties solides et valables pour ne pas perdre du temps. À charge maintenant aux PME de mieux se structurer pour être éligibles à la palette d'instruments de financement que veut déployer le Fonds de solidarité africain en faveur du développement du secteur privé ivoirien. À travers justement l'accord que nous avons signé, et nous allons d'abord donner les bonnes informations et créer les conditions pour que les entreprises se structurent afin de leur permettre de bénéficier justement de ces fonds. Le FSA et la Chambre de commerce et d'industrie ont signé un accord pour, disent-ils, apporter un souffle nouveau au secteur privé ivoirien en mettant à sa disposition des solutions appropriées et pérennes aux problèmes de financement. Nous sommes prêts, à partir de ma déclaration-là, à donner à la Chambre de commerce une garantie de portefeuille de 60 milliards de francs CFA. Au président Fama de nous dire, voilà les banques au niveau desquelles il faut loger ces 60 milliards et nous allons les y loger sans difficulté de façon à ce que les banques elles-mêmes puissent instruire les requêtes de garantie directement. La Côte d'Ivoire se place en tête des pays bénéficiaires du FSA avec un total de garanties de plus de 140 milliards de francs CFA pour un financement d'environ 300 milliards mobilisés par les entreprises ivoiriennes selon le directeur général du FSA. Et les lignes bougent aussi très bien du côté de la CNPS qui vient de dévoiler les avantages du nouveau régime social des travailleurs indépendants. Mais quelles sont les catégories socio-professionnelles concernées? Le taux de cotisation mensuel et les prestations offertes. La Caisse nationale de prévoyance sociale au rendez-vous hebdomadaire. Tout savoir organisé par le CICG, le Centre d'information et de communication gouvernementale, pour répondre à la presse et aux internautes. Didier Nguessan. Élargir la couverture sociale aux travailleurs indépendants. Ces derniers sont repartis dans 9 catégories, dont les artisans, les artistes, sportifs, transporteurs, commerçants et exploitants agricoles, entre autres. D'ailleurs, les 3 dernières catégories socio-professionnelles représentent 95% des 65 000 travailleurs indépendants recensés à ce jour par la Caisse nationale de prévoyance sociale, CNPS. Simon Adou, en charge de la coordination du régime social des travailleurs indépendants, présente les prestations offertes par ce régime. La première prestation est l'indemnité journalière. Donc c'est un revenu de remplacement en quelque sorte qui est reversé aux travailleurs indépendants dans 3 situations. La première situation, c'est le cas d'une maladie, que la maladie soit professionnelle ou non. La deuxième situation, c'est le cas d'un accident. Et la troisième situation concerne les femmes, donc c'est une allocation qui est reversée en cas de maternité. La seconde prestation, c'est l'assurance retraite. La cotisation mensuelle représente 12% du revenu mensuel minimum. Il faut au moins 10 ans de cotisation pour bénéficier de la rente viagère. À défaut, le souscripteur recevra une allocation unique. Si il n'arrive pas à cotiser pendant ces 10 années, il sera traité en fonction du nombre d'années de cotisation, mais dans tous les cas, aucune cotisation n'est perdue. La phase pilote du régime social des travailleurs indépendants a duré 6 mois. Les cotisations n'ont pas encore démarré. Autre question est comment fonctionne le pôle stratégique de gestion des titres de transport et de détection des infractions au code de la route. Eh bien, pour ce faire, une idée exacte, les ministres chargés des transports du Burkina Faso et de la Guinée-Bissau choisissent la Côte d'Ivoire, notre pays. L'expérience ivoirienne, justement, est séduite, en compagnie donc de leur homologue ivoirien, Amadou Koné. Les ministres burkinabés et bissau-guinéens ont visité aujourd'hui même le centre de gestion intégré de la mobilité à Treichville. L'enseigne Bakayoko. 2 membres du gouvernement, l'un de la Guinée-Bissau et l'autre du Burkina Faso, en visite à Abidjan, au centre de gestion intégré de la mobilité. Une plateforme digitale où se font toutes les procédures liées aux activités du transport. De l'enregistrement des données à la délivrance des documents administratifs, en passant par le traitement et l'édition des titres, comme le permis de conduire, la carte de transport et la carte grise. Ce qui m'a marqué de façon particulière, la participation des autorités, de la police, dans le système de gestion intégré. Un autre aspect, c'est des auto-écoles qui sont intégrées dans le système. Un autre aspect, c'est que l'environnement de ressources humaines
les jeunes qui sont dans le système. En plus d'améliorer l'accessibilité aux services de transport, le centre de gestion intégrée présente de nombreux avantages en liaison avec la production de statistiques, le suivi opérationnel des procédures. Le système aide surtout à réduire les violations du code de la route au moyen de la vidéo-verbalisation. La vidéo-verbalisation est un système qui permet d'observer le comportement de l'usager sur la route à travers des caméras installées sur les grands axes, notamment dans le Grand Abidjan. Ce dispositif est associé à un mécanisme de gestion automatisée des amendes. Nous devons nous préparer donc à faire en sorte que nous créons une intelligence de gestion donc des villes modernes avec des équipements de plus en plus modernes parce que la technologie est là, il faut falloir la chercher. Et nous sommes venus ici parce que la Côte d'Ivoire a déjà trouvé la voie et nous sommes venus pour regarder avec la Guinée-Bissau. Aujourd'hui, c'est nous deux, mais je pense qu'il y a d'autres pays africains qui se préparent aussi à venir. Selon le directeur général de l'opérateur technique Kipus Afrique, Ibrahim Koné, qui avait à ses côtés le coordonnateur général des centres de gestion intégrés en Côte d'Ivoire, Mamadou Diaby, un accord a déjà été signé, notamment avec la Guinée-Bissau, en vue d'un déploiement du guichet unique de production. Un exemple de coopération sud-sud qui devrait permettre de mieux gérer la circulation dans les capitales africaines. Et malheureusement, la vie n'est pas un long fleuve tranquille. Un drame est survenu dans la commune de Koumassi, au quartier d'Ivo. 4 jeunes filles ont été retrouvées mortes dans un appartement. Une 5e est dans un état comateux au service réanimation du CHU de Treichville. Nos équipes de reportage se sont rendues sur place. Angela Diallo, Jean Magagui, Richard Vao pour le témoignage. C'est dans l'appartement A27, situé au 3e étage d'un immeuble dans le quartier d'Ivo à Koumassi, qu'une tragédie s'est produite hier aux environs de 14 heures. 5 corps inanimés de jeunes filles, dont un dans un état comateux. L'une des victimes est actuellement internée pour des soins intensifs au centre de réanimation du centre hospitalier universitaire de Treichville. Pour la plupart, ces filles sont âgées de 14 à 20 ans. Ces riverains encore sous le choc n'en reviennent toujours pas. La fille qui était au 32 de Koumassi, c'était ma camarade au lycée. Donc le mardi, je quittais à l'école que je suis venue trouver la foule ici. D'habitude, je sais qu'elle vit ici. Et quittais de l'école, je venais. Et puis j'ai appris qu'il y a 4 personnes qui étaient mortes, mais il y a une qui est dans le coma. Koumassi, quartier 32, c'est à quelques minutes du lieu du drame que nous avons retrouvé la famille de l'une des victimes. Une élève en classe de 4e et âgée de 14 ans. Elle est sortie déjà, elle est partie à Cocody, je suis partie la chercher pour venir. Après ça, elle est repartie encore. Elle est repartie, donc j'ai envoyé les jeunes pour aller la chercher. Donc c'est dans ça, hier soir, il était couché et puis il y a une petite qui est venue m'appeler que c'est où les nados là dorment. Il y a des filles qui sont décédées là-bas. Mais elle pense que Nado est dedans aussi. C'est là on est parti vers au quartier d'Ivo, à la mort. C'est là que je suis parti. C'est arrivé, ils vont faire sortir le corps identifié. Ils voient que vraiment elle est dedans. Il faut accentuer donc, les campagnes de sensibilisation que nous ferons bien sûr. C'est vrai que l'État a des outils de moralisation de la vie. Les jeunes doivent savoir qu'il y a des infrastructures dans la commune qui leur permettent donc de se former. Les éléments du groupement des sapeurs-pompiers militaires qui ont été alertés par les populations se sont dépêchés sur les lieux du drame. Nous avons été alertés vers 16h41 pour personnes prises de malaise à Koumassi, quartier d'Ivo à hauteur du centre communautaire. Et quand nous sommes arrivés, d'après les renseignements recueillis, nous avons vu 5 personnes, dont 2 victimes qui étaient allongées sur le lit, 2 victimes par terre, à même le sol, et une autre victime dans le fauteuil. Donc, comme bilan, il y a 5 victimes, donc 4 décès certains et une victime consciente. La police scientifique saisie du dossier continue ses enquêtes afin de déterminer les causes réelles de cette découverte macabre. Et on reste soudés pour vaincre la pandémie de Covid-19. Voyons les chiffres du jour dans notre pays.
Voilà, restons vigilants. Le coronavirus continue de circuler. Ce 12 janvier 2022, les chiffres affichent en Côte d'Ivoire 401 cas positifs sur 5741 échantillons prélevés, soit 7% de cas positifs, 428 nouvelles guérisons et 3 décès enregistrés malheureusement ce jour. 6256 cas actifs. Faisons-nous tous vacciner, protégeons-nous, protégeons les autres, continuons d'observer les gestes barrières. Et plus loin en France, le pass vaccinal poursuit son chemin parlementaire. Les sénateurs examinent le projet de loi transformant le pass sanitaire en pass vaccinal. Les sénateurs souhaitent limiter le dispositif anti-Covid à un seuil épidémique ainsi qu'aux plus de 18 ans. Les contrôles d'identité seront encadrés et les amendes revues à la baisse. La Chambre haute du Parlement français a supprimé la possibilité pour les gérants des restaurants et autres activités soumises au pass d'effectuer des vérifications d'identité. Sur la scène politique ivoirienne, la jeunesse unie pour la Côte d'Ivoire réitère son soutien au président de la République. Les jeunes des coordinations de cette structure se sont réunis pour célébrer la paix et investir le coordinateur de la commune d'Abobo. Ils appellent à l'unité et à la promotion des actions de paix et de développement du président Ouattara. Suleiman Donisongui, Aboussanogo pour le reportage. Centre culturel d'Abobo. Forte mobilisation des jeunes des différentes coordinations de la JNC. La jeunesse unie pour la nouvelle Côte d'Ivoire. Les responsables de cette structure ont tenu à exprimer leur reconnaissance au chef de l'État, Alassane Ouattara. La jeunesse unie pour une nouvelle Côte d'Ivoire a décidé de dire merci au président de la République pour toutes les actions de développement, de paix, de sécurité, de création d'emplois pour les jeunes. Comprenant 52 coordinations et 18 sections dans la commune d'Abobo, la JNC compte installer ses tentacules sur toute l'étendue du territoire national. Elle exhorte par ailleurs les jeunes, par la voix de son premier responsable, Abdul Kader Sissi, à rester mobilisés pour les échéances à venir. Nous allons aller partout dans les hameaux, dans les villages, dans les villes, pour pouvoir installer la JNC, pour pouvoir parler des actions du président de la République, pour parler du RHDP. Et nous allons vraiment tisser cette toile-là qui va vraiment faire monter en puissance le RHDP. Le parrain a exprimé toute sa gratitude au président de la République, Alassane Ouattara, à cette rencontre d'échange et de partage avec les jeunes de la JNC. Je suis venu ici lancer un appel à la jeunesse d'Abobo d'être autour du président de la République. Je tenais à dire félicitations à Kader de tout son soutien au président de la République. Cette rencontre était également le lieu pour la JNC, la jeunesse unie pour la nouvelle Côte d'Ivoire, de rendre hommage à son parrain, l'ex-premier ministre Ahmed Bakayoko, décédé en mars dernier. Les femmes apportent aussi leur contribution à la consolidation de la paix et de l'égalité. Le groupe des organisations féminines pour l'égalité hommes-femmes milite pour l'évolution du cadre légal relatif à la participation politique des femmes dans les sphères de décision. Les organisations féminines vont mener des études pour apporter des solutions aux obstacles de la participation des femmes en politique. Patricia Omouitia. Le groupe des organisations féminines pour l'égalité hommes-femmes, GOFEF, a exprimé sa préoccupation malgré l'évolution du cadre légal relatif à la participation politique des femmes en Côte d'Ivoire. Il s'agira pour l'organisation d'écouter les femmes et les jeunes, de prendre la mesure des difficultés rencontrées pour leur engagement dans la vie politique et leur présenter des pratiques de nature à renforcer leurs capacités. Nous allons mettre en place, nous sommes en train de mettre en œuvre un projet pour accompagner et soutenir les femmes qui seront bientôt candidates pour les élections locales en Côte d'Ivoire. Ne dit-on pas qui veut voyager loin mène sa monture. Donc les autres fois, nous avons tiré les leçons. C'est la veille des élections que nous avons organisé des activités de soutien aux femmes. Cette fois-ci, nous commençons plus tôt pour avoir le temps de réaliser tout ce que nous voulons pour que les femmes soient vraiment habilitées, renforcées et être à même de candidater. Toujours selon l'organisation, des sessions de formation seront organisées pour les femmes identifiées comme candidates potentielles aux élections de 2023. Ces formations porteront sur l'environnement juridique des élections, les principes de base d'une campagne électorale, la connaissance de l'électorat, la mobilisation des ressources, la connaissance de soi et la prise de parole en public.
Je vous invite maintenant à feuilleter un livre sur la gestion et des projets. L'Institut de recherche pour le développement, IRD, en Côte d'Ivoire, vient justement de présenter l'ouvrage du français Jean-Pierre Olivier de Sardan, anthropologue spécialiste des questions africaines. Et dans cette œuvre de 480 pages, l'auteur fait des propositions aux problèmes réels que rencontrent les sociétés africaines. C'est Forazegui. C'est au cours d'une conférence que le professeur Jean-Pierre Olivier de Sardan présente son ouvrage « La revanche des contextes, des mésaventures de l'ingénierie sociale en Afrique et au-delà ». Une analyse de 480 pages dans laquelle l'anthropologue français apporte des pistes de solutions aux problèmes sociaux que rencontre l'Afrique. La revanche des contextes, c'est parce que les contextes de mise en œuvre, les contextes locaux sont tous extrêmement diversifiés, sont tous très particuliers et on fait des interventions qui, elles, sont standardisées, qui ont été élaborées par les institutions internationales, par les grandes agences de développement, par les banques de développement, par les grandes ONG. Ces interventions sont standardisées, on les retrouve à peu près partout dans tous nos pays. Je veux dire, ce que nous, on a au Niger, vous l'avez aussi en Côte d'Ivoire, l'UNICEF fait les mêmes choses, l'OMS fait les mêmes choses, la Banque mondiale fait les mêmes choses, l'Agence française de développement aussi, ou les Suisses, etc. Donc, c'est des interventions standardisées qui ont beaucoup de mal à prendre en compte les contextes locaux. Jean-Pierre Olivier de Sardan, un politologue et anthropologue chevronné selon Fred Eboko, son ancien étudiant, par ailleurs représentant de l'Institut de recherche pour le développement en Côte d'Ivoire. C'est un peu la force de Jean-Pierre que d'avoir pratiqué une socio-anthropologie de terrain, encadrée par une réflexion conceptuelle et épistémologique toujours présente. Et ce que Jean-Pierre Olivier de Sardan montre un peu, c'est les effets inattendus des projets de développement. Et il fait ça depuis très longtemps. Et c'est vraiment un chercheur plurivalent et qui le montre très bien dans ce nouvel ouvrage qui s'appelle « La revanche des contextes ». Et c'est vraiment un ouvrage majeur. Et c'est peut-être, comme il le dit lui-même, un de ses ouvrages les plus exigeants. Conférence certes, mais également hommage à Jean-Pierre Olivier de Sardan, cet enseignant grâce à qui la Côte d'Ivoire a l'une de ses meilleures professeurs d'anthropologie, devenue aujourd'hui ministre de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation. Mariatou Koné relate les secrets de sa réussite. Il m'a formé, avec lui j'ai eu mon DEA, avec lui j'ai eu mon doctorat. À l'époque, c'était la première thèse unique, en tout cas de notre département. Et aujourd'hui, je suis à ses côtés pour parler d'un de ses ouvrages. Jean-Pierre, ce sont des sujets, ce sont des thèmes. Alors, je voudrais rendre un vibrant hommage à cet homme qui a participé à ma formation académique et scientifique, universitaire, et je pense qu'il a sans aucun doute orienté certains choix de ma vie. La revanche des contextes, des mésaventures de l'ingénierie sociale en Afrique et au-delà est le 18e livre publié par Jean-Pierre Olivier de Sardan. Cet ouvrage est une synthèse de toute sa carrière consacrée à l'analyse des programmes et projets de développement en Afrique. Et je vous invite à tourner les pages d'un autre livre, Éducation à la culture et aux traditions d'An, est un chef-d'œuvre monographique qui plonge les lecteurs au cœur de la culture et la tradition d'An à travers les mécanismes de gouvernance en pays d'An. Les auteurs exportent désormais l'identité de cette communauté vivant dans l'ouest montagneux de la Côte d'Ivoire. Je vous propose la dédicace du livre suivi par notre reporter Franck Cadion. Salle des fêtes de la mairie d'Adjamé. Ils sont venus en nombre, parés du baou, tenue traditionnelle d'An. La communauté d'An, connue sous l'appellation Yakouba, ouest ivoirien. Venu participer à cet élan de culture, un ouvrage est présenté. Il est intitulé Éducation à la culture et aux traditions d'An, une production de 300 pages coécrite par Goïdé Baba et Gouessé Diomandé et qui plonge le lecteur dans la culture et les traditions du peuple d'An. Si on se connaît, on va par exemple éviter de faire ce qui fait mal à l'autre et ça permet de maintenir la cohésion entre nous. Voilà l'un des buts fondamentaux, l'un des buts clés même de ce livre, c'est permettre aux Ivoiriens de vivre ensemble en se connaissant mutuellement. Sous toutes ces facettes, l'ouvrage présente la problématique du respect de la hiérarchie de la tribu d'An ainsi que les structures sociales de gouvernance en pays d'An. Les auteurs mettent aussi en exergue le rôle de la case sacrée dans la société, Yakouba ou Dan. Écrire un livre de ce genre sur les dents, c'est nous montrer au monde, sachant bien que d'autres aspects de la vie des dents ont été explorés ici et là, que ceux qui aiment bien les dents, ceux qui sont également dents, ceux qui ont entendu parler des dents, lorsqu'ils vont voir ce livre-là devant eux, qu'ils aient la curiosité de s'y plonger
et de voir certains aspects que nous n'avons pas eu l'occasion à évoquer durant nos cursus scolaires, durant nos carrières administratives. Éducation à la culture et tradition Dan aborde plusieurs thématiques dont l'origine des Danites, la communication, la sécurité, les relations sociales au sein de la société Dan. Nous sommes en 2022 et la RTI, comme elle sait si bien le fait, chaque année vous a souhaité ses meilleurs vœux dans la gaieté. Bonjour 2022 vous a été proposé pour entamer la nouvelle année avec sourire, bien sûr. Et après le Palais de la Culture, le 1er janvier dernier, l'équipe de production de Bonjour était le week-end dernier à Yamoussoukro. Bonjour Tour 2022. Allez, c'est parti avec Paga Sorokone de Madonji. Yamoussoukro, esplanade de la Fondation Félix Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix. C'est ici que l'équipe de production de l'émission humoristique à succès de la RTI a déposé sa valise dans le cadre de Bonjour Tour 2022. Sur le podium, les humoristes tiennent le public en haleine. Imagine deux bablés montés sur Manguier, arrivant en haut là-bas, qui s'est laissé tomber, on dit quoi, tu as quoi? Il dit je suis mu. Bonjour, c'est un spectacle qui rassemble la population et qui permet de communier et de partager des forts moments de bonheur. Et c'est ça aussi la mission de la RTI. Bonjour à Yamoussoukro, une initiative du ministre du Commerce et de l'Industrie Souleymane Diarra Souba, parrain de cette première étape à l'intérieur du pays. Cela participe en tout cas au renforcement de la cohésion. La preuve, nous avons ici en fait les représentants de tous les partis politiques. Nous avons également toutes les ethnies qui sont représentées, toutes les confessions religieuses. Nous sommes heureux en tout cas de cette belle initiative de la RTI. Bravo à la RTI, je vous remercie. Le geste du ministre Souleymane Diarra Souba salué par le public et les chefs traditionnels. C'est une très bonne chose. Si ça se répète tous les ans, ça nous fait plaisir. Chaque année, même quand le mois de décembre commence, on s'attend à ça. Donc on cherche même à connaître la date parce qu'on est impatient. Donc je trouve qu'en tout cas, c'est une bonne idée. D'habitude, je les vois à la télé. Aujourd'hui, je les ai vus vis-à-vis, ça me fait plaisir. Avant-hier, ils ont présenté dans la télévision qu'ils ont fait Bonjour 2022. J'ai pris transport au village pour venir à Yamoussoukro. Actuellement, là, je suis très content. Comme les années précédentes, le parrain, le ministre Souleymane Diarra Souba, assure les populations du retour de Bonjour dans la capitale politique le samedi 7 janvier 2023. Prochaine étape pour équipe de production et humoristes, Boaké et Toumoudi, respectivement les vendredis 14 et dimanche 16 janvier prochain. Il y a un volet qui allait voler quand dans une bijouterie, il était avec sa go. Go là à côté. Il casse comme ça. Il prend un jambe blanc, il donne à go là, et met dans le sac. Il casse ici, il prend or, il donne à Gola, elle met dans le sac. Quand il voulait casser le diamant là, il a regardé, or il a donné à Gola, elle a enlevé dans le sac, puis elle est en train de mettre, elle met dans sa poche, puis il est resté comme ça. Il dit, bé, disais-moi, Chigola, si je déteste quelque chose dans ma vie là, c'est le vol. Finalement, c'est la voie climatisée, maintenant c'est là qu'on n'est pas là, quand demander mon ami, faut même pas t'amuser. Allez, on garde le sourire avec ce bon début de CAN pour la Côte d'Ivoire, notre pays. Les éléphants réussissent leur entrée en lice à la CAN 2022 au Cameroun. Les Ivoiriens ont battu les Équato-Guinéens, leur premier adversaire, sur le score de 1-0. Pour son entrée dans la compétition à cette 33e Coupe d'Afrique des Nations, la Côte d'Ivoire signe ainsi une belle victoire en attendant les prochains matchs. Arsène Kouassi pour le résumé du match. Très attendu dans la CAN, la Côte d'Ivoire n'a pas failli pour son entrée en lice dans la compétition. Opposé à une équipe équato-guinéenne bien en place tactiquement, les éléphants réalisent une meilleure entame et sont récompensés à la 6e minute de jeu grâce à Massalin Gradel. Un but matinal que les Ivoiriens préservent jusqu'à la mi-temps, malgré les assauts répétés des joueurs de la Guinée équatoriale. En seconde période, les Équato-Guinéens ont toujours la même mise sur le match, mais peinent à se montrer dangereux. Menacés par une éventuelle égalisation, les éléphants procèdent en contre et sont tout proches de faire le break, mais Nicolas Pepe manque d'efficacité par 2 fois. Puis, c'est au tour de Wilfried Zaha de frôler le montant gauche du gardien. Malgré la bonne volonté des éléphants, le score en reste là, 1-0, score final. La Côte d'Ivoire assure l'essentiel et prend les commandes du groupe E en attendant la prochaine sortie des éléphants, dimanche 16 janvier, face à la Sierra Leone à 16h.
Et on croise les doigts pour une autre victoire. Avant le tout premier match des éléphants face à la Guinée équatoriale, une équipe de reportage du RTI a sillonné la ville d'Abidjan. Il s'agit donc de prendre le pouls, s'imprégner de l'engouement que suscite cette rencontre auprès des populations. Le reportage de Serge Pacom Didi est commenté pour vous par Jean Magagui. Des drapeaux, des maillots, des bracelets, des perruques, aux couleurs du drapeau orange, blanc et vert, emblème de la Côte d'Ivoire. Les éléphants disputeront leur premier match de la CAN dans la poule E face à la Guinée équatoriale. Moment propice pour les commerçants de fructifier leurs affaires. Je vends des t-shirts à l'effigie des éléphants et je sais que les éléphants sont une équipe formidable. Des éponges orange, blanc, vert d'abord, et puis mes gadgets, des drapeaux, voilà, l'écharpe qui est là, mes gadgets aussi qui sont ici, par-ci, par-là. Ça sort très bien. Que les éléphants gagnent même, que la Côte d'Ivoire sourit, soit en joie. Oui, le cœur des Ivoiriens bat encore à la chamade pour les éléphants de Côte d'Ivoire, malgré une CAN ratée en 2019 en Égypte, éliminée en quart de finale par le champion en titre, les Fennecs d'Algérie. Je reste assez positif par rapport à cette équipe-là parce que j'espère qu'on va gagner. On a beaucoup de qualité à nos garçons de montrer combien de fois on peut leur faire confiance. Dans l'attente de ce match, les habitants de la commune de Yopougon mettent les bouchées doubles pour pousser leur équipe jusqu'à la victoire finale. Des sièges aux couleurs du drapeau ivoirien, des écrans géants, un podium sur la place Fig-Gaillot pour égayer le public. C'est un village aménagé pour accueillir tous les Ivoiriens pour venir prendre part à la fête. On insiste beaucoup sur le côté sanitaire parce qu'on a déposé des tentes de vaccination ici. Et quand la Côte d'Ivoire joue, c'est une fête qui se déploie. Et donc nous avons pris des dispositions. Et pour la circonstance, il y a de la bonne ambiance. Il y aura du live, il y aura plein de prestations artistiques. Un village de la CAN érigé sur cette place très prisée par les populations. Objectif, permettre aux supporters de suivre le match en direct du Cameroun dans la ferveur et la convivialité. Avec ce soutien sans faille aux éléphants footballeurs, les Ivoiriens démontrent ainsi leur patriotisme et leur passion pour le football. Et les éléphants ont relevé le défi en battant donc les Équato-Guinéens 1-0. L'équipe du Mali, elle a battu celle de Tunisie 1-0 ce 12 janvier à Limbe dans le groupe F de la Coupe d'Afrique des Nations et de football. Un but sur pénalty d'Ibrahima Koné à la 48e minute. La rencontre s'est terminée dans la confusion puisque l'arbitre a mis un terme au match avant la fin du temps réglementaire. Hassan Kouassi, Patrick Diadi. Les Aigles, plus forts que les Aigles de Carthage, attendus pour livrer un beau spectacle entre deux formations très joueuses, la rencontre entre la Tunisie et le Mali a tenu toutes ses promesses. Mais à l'arrivée, ce sont les Aigles qui s'imposent sur la plus petite des marques face aux Aigles de Carthage 1-0. Bien entrés dans leur match, les Maliens dominent toute la première période sans de véritables occasions franches. C'est en seconde période que tout se joue. Sur une faute de main, dans la surface tunisienne, le Mali obtient un penalty parfaitement transformé par Ibrahima Koné. Après l'ouverture du score des Maliens, la Tunisie se réveille et tente de réagir. Wabi, Kazri et ses partenaires prennent le match en main et sont récompensés également d'un penalty. Wabi Kazri se présente et perd son duel face à Ibrahim Moukoro. Après le penalty manqué, le match s'anime et le Mali termine même la partie à 10 après l'exclusion de Bilal Touré pour carton rouge suite à un mauvais geste. Mais la fin du match donne lieu à une scène de contestation. L'arbitre zambien Gianni Sikazoué met un terme à la rencontre à 1 minute du temps réglementaire et sans le temps additionnel. Quelques minutes après, les deux sélections sont invitées à disputer le temps additionnel. Seuls les Maliens se présentent au détriment des Tunisiens. Finalement, la victoire du Mali est validée et permet aux Aigles de réussir leur entrée en liste. La Gambie est venue à bout de la Mauritanie 1-0 et dans le deuxième match de la poule F, pour leur première participation à la Coupe d'Afrique, les Gambiens n'ont pas perdu de temps en ouvrant le score à la 10e minute de jeu. Le résumé avec Hassan Kouassi et Patrick Tadi. C'est l'une des plus grosses sensations de la CAN 2021. Pour leur première CAN en phase finale de Coupe d'Afrique, la Gambie réussit son entrée en lice. Opposée à la Mauritanie,
les joueurs gambiens dominent nettement le sujet et sont récompensés de leurs efforts dès la 10e minute grâce à Abli Diallo. Un acquis d'un but que les joueurs gambiens conservent jusqu'à la pause. Mené au score, les Mourabitoun essaient tant bien que mal de revenir dans la partie, mais le score reste inchangé. L'unique but de la partie a suffi au bonheur des Scorpions qui s'offrent le gain du match. Grâce à ce succès, la Gambie lance idéalement sa compétition et rejoint le Mali en tête du groupe F. Voilà, la fête du ballon se poursuit au Cameroun. La CAN se poursuit donc à l'affiche demain jeudi 13 janvier. Cameroun, pays organisateur de cette 33e édition de la CAN, sera face à l'Éthiopie à Yaoundé. Deuxième rencontre, Cap-Vert, Burkina Faso, toujours à Yaoundé. Voilà, et vous l'avez compris, c'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis. Il n'y aura pas de dernier journal à 23h. Et moi, je vous retrouve avec le même plaisir demain à 21h30. Un journal de 20h décalé, donc à 7h pour raison de CAN. Eh bien, je vous retrouve pour un nouveau JT. À demain. Prenez soin de vous.